Les voix que j'entends sont bien réelles. C'est comme si j'avais une discussion avec quelqu'un. Mon père est mort très jeune. Un jour, il a commencé à me parler. Il m'a dit « Bonjour, je suis ton père », avec cette diction qui lui était toute particulière. Par le passé, de nombreuses personnes, souvent célèbres et créatives, ont dit entendre des voix. Plus de 10% de la population mondiale entend des voix. C'est un phénomène qui n'est pas si anormal. Grâce à des procédés d'imagerie médicale comme celui-ci, on voit que les patients entendent effectivement des voix, même si elles ne proviennent pas du monde extérieur. Certaines voix ressemblaient beaucoup à celles de mes agresseurs. En fait, ce sont eux que j'entendais. Un enfant qui a subi des sévices sexuels sera beaucoup plus exposé à ce phénomène en devenant adulte. Prenez le temps de devenir cette voix. Jennifer Ziegler est ingénieure du son pour le cinéma et la télévision. Elle vit dans les environs de Munich. J'ai commencé à entendre des voix à la fin de l'automne 2003. À l'époque, je traversais une passe très difficile, tant dans ma vie privée que professionnelle. J'avais aussi des problèmes de logement. Tout m'est tombé dessus en même temps. C'en était trop, et j'étais complètement dépassée par les événements. J'avais besoin d'aide et songeais même à consulter un thérapeute. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Dans mon désespoir, je me souviens avoir littéralement crié à l'aide. Et tout à coup, quelque chose s'est produit en moi, puisqu'une voix a répondu à mon appel. Elle a d'abord parlé très doucement, et puis elle est devenue de plus en plus distincte. Elle m'a dit: n'aie pas peur, tu n'es pas toute seule, nous allons t'aider. La voix s'est présentée à moi comme étant l'archange Saint-Michel. Je me suis dit, ben voyons. Il est difficile de dire si cette voix était masculine ou féminine. Sa tessiture était relativement moyenne. La voix n'était ni trop aiguë, ni trop grave, mais elle était douce, bienveillante, et elle inspirait confiance. J'avais le sentiment que ce qui était en train de m'arriver était positif. Rolf Fahrenkrog-Petersen est à la tête du réseau allemand des entendeurs de voix. Il y anime des groupes de parole. Comme vous pouvez le voir, les yeux ont une place très importante dans mes tableaux. J'ai peint cette toile il y a longtemps. Elle représente les voix terribles que j'entends et l'effet qu'elles ont sur moi. Là, c'est moi. Je suis obligé de les écouter et de me taire. Je n'ai aucune chance de leur échapper. Elles me submergent. Je me lève et deviens presque fou. Voici une autre toile assez ancienne. Les voix arrivent de tous les côtés. Elles m'observent et m'enserrent comme des serpents pour forcer une réaction de ma part. Elles veulent que je leur parle. Voilà, tout ça reflète bien mon travail. Et
Eleanor Langden est psychologue et chercheuse en santé mentale à l'Université de Liverpool. Spécialiste en entente de voix, elle est elle-même touchée par ce phénomène depuis une dizaine d'années. Elle est activement engagée au sein d'Intervoice, un réseau international composé d'entendeurs de voix, de thérapeutes et de chercheurs issus de 29 pays des 5 continents. Au cours de mon deuxième semestre à l'université, j'étais en train de quitter un séminaire lorsque j'ai entendu une voix très calme et inexpressive me dire « Elle quitte le bâtiment ». J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. Pourtant, cette voix était claire et distincte. C'est indéniable. C'était comme si quelqu'un était juste à côté de moi et me parlait. J'étais secouée et relativement perturbée par cet événement. Je me suis alors dépêchée de rejoindre mon logement étudiant et puis je l'ai entendue à nouveau. Elle m'a dit « Elle ouvre la porte ». Voilà comment tout a commencé. Et le phénomène a duré. J'ai commencé à croire que c'était lié à ma créativité, vous savez, un peu comme une voix intérieure ou une muse intérieure. Je me demandais si tout le monde n'entendait pas ce genre de voix très calme sans le dévoiler à quiconque. J'ai également remarqué très vite qu'en certaines circonstances très spécifiques, la voix montrait une autre facette d'elle-même, particulièrement quand j'étais dans une situation où je ressentais des émotions très fortes qu'il m'était impossible d'exprimer. Et cela m'arrivait souvent parce qu'à l'époque, je faisais toujours semblant et je cachais mes émotions. Entendre des voix est un phénomène très courant. Autrefois, cela faisait partie des symptômes permettant de diagnostiquer la schizophrénie. Bien sûr, ce n'est plus le cas dans les nouveaux manuels de psychiatrie, et c'est une bonne chose. Parce que les chercheurs ont constaté que les patients schizophrènes ne représentent qu'une faible proportion des individus qui entendent des voix. Des études récentes démontrent que la plupart des sujets qui entendent des voix sont psychiquement sains et mènent une vie parfaitement normale. Les entendeurs de voix n'en sont pas moins stigmatisés et peu d'entre eux osent témoigner ouvertement. L'archange Saint-Michel était mon plus fidèle compagnon. Je dirais même mon maître à penser, parce qu'il m'a beaucoup guidée. Quand on partait se promener, par exemple dans un parc, il me disait « Écoute bien autour de toi, regarde les arbres, les buissons, les fleurs. Ils ont quelque chose à te dire. » Pour moi, c'était complètement absurde qu'un arbre, un buisson ou une fleur puisse me confier quoi que ce soit. Mais je me suis mise quand même à écouter. Et d'un coup, j'ai entendu toutes ces voix. Je suis allée dans un parc et des voix me parvenaient de tous les côtés. Au début, elles étaient très subtiles et toutes fluettes. Puis, elles sont devenues plus audibles, un peu comme des voix normales. Elles papotaient, bavardaient entre elles et me parlaient. Je me rappelle avoir pensé « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est une manifestation fréquente de ce qu'on appelle le gestaltisme, ou psychologie de la forme. Cette théorie préconise qu'au niveau de la perception visuelle, il suffit de fixer quelques instants le ciel ou du papier peint pour voir se dessiner une forme, la plupart du temps un visage. Tout se passe comme si notre cerveau nous prédisposait à structurer la perception des choses instantanément. Par exemple, un animal agressif ou une personne violente. À l'origine, ceux qui n'avaient pas cette prédisposition n'ont pas survécu dans la sélection naturelle. Or, le gestaltisme est aussi transposable à l'ouïe. C'est pour cette raison que les murmures d'une rivière ou le sifflement du vent inspiraient les poètes romantiques qui croyaient entendre la voix du dieu Pan. Dans une perspective gestaltiste, c'est un mécanisme perceptif très banal, mais qui peut aussi s'amplifier et devenir problématique pour les individus concernés. J'ai passé un certain temps à discuter avec cette voix, quand soudain il en est arrivé d'autres. Je pouvais même les distinguer les unes des autres. Elles avaient toutes un timbre différent. Certaines avaient même une autre manière de s'exprimer. Et elles se démarquaient de la voix qui m'avait accompagnée jusque-là.
Il serait complètement faux de dire aux individus qui entendent des voix que c'est de la faute de leur inconscient. Il s'agit en quelque sorte d'une introjection ou d'une addition. Et cette addition peut survenir suite à différents éléments. Dans tous les domaines, nous avons généralement tendance à nous opposer à cette perception automatique de sous-systèmes organisés en un tout. Cela est facilement démontrable. Prenons par exemple le domaine visuel. Si je perçois un visage ou une forme, je me dis « ce n'est pas une partie de moi-même ». Après une période passée à entendre des voix, j'ai soudain commencé à voir des choses. Je pouvais percevoir des êtres lumineux. Je voyais des formes qui ressemblaient à des êtres humains, mais elles étaient toutes faites de lumière. Pour de nombreuses personnes touchées, l'entente de voix s'accompagne de ce genre de phénomène. Les catalyseurs de l'entente de voix peuvent être liés à des événements traumatiques comme un accident, un épisode violent, la perte d'un proche, mais aussi aux sentiments amoureux ou à une grossesse. Rares sont les époques dans l'histoire où il n'est pas fait état d'entendeurs de voix. Hildegarde de Bingen avoua par exemple de voir son savoir scientifique à des voix mystiques. Jeanne d'Arc, Giordano Bruno, Rainer Maria Rilke, Winston Churchill, Virginia Woolf ou encore Andy Warhol entendaient eux aussi des voix. Mais au cours des dernières décennies, l'entente de voix est devenue le symptôme d'un dysfonctionnement cérébral. Les chercheurs tentent aujourd'hui de porter un regard neuf sur ce phénomène ancien. J'ai commencé à étudier l'entente de voix il y a longtemps, quand je pensais encore qu'il s'agissait d'un symptôme propre à la schizophrénie. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'on pouvait appréhender les choses différemment. Voici l'histoire de Stuart. Stuart et ses voix. Au bout de 2 ans, j'ai fini en hôpital psychiatrique. J'étais complètement désespérée. On m'avait diagnostiqué une schizophrénie. Les voix que j'entendais devenaient de plus en plus agressives, menaçantes, éprouvantes, toutes puissantes et omniscientes. J'étais persuadée qu'elles étaient démoniaques. J'avais même dit à ma mère, « Maman, je n'ai pas besoin d'un psychiatre, j'ai besoin d'un prêtre. » Les voix ressenties comme négatives peuvent s'avérer très inquiétantes. Un rien peut provoquer la peur et la panique. Mais qu'est-ce qui déclenche ces voix? Et quelle est leur véritable signification? Nous avons établi de nombreuses corrélations entre l'entente de voix et des événements traumatiques, particulièrement des sévices sexuels subis durant l'enfance. Le contenu de ces voix est d'ailleurs très souvent le reflet de ces événements traumatiques. Un individu ayant vécu un traumatisme durant l'enfance sera beaucoup plus exposé à ce risque à l'âge adulte. La théorie de la dissociation permet de mieux comprendre le lien qui existe entre un psychotraumatisme et l'entente de voix. Souvent, les enfants tentent de se dissocier d'un épisode désagréable pour mieux se protéger du traumatisme psychique qu'il est susceptible d'engendrer. J'ai eu une enfance terrible. On m'a beaucoup battu. Ma mère était complètement débordée avec ses 4 enfants et mon père était constamment ivre. À l'âge de 12 ans, j'ai été victime d'abus sexuels. J'ai été alcoolique pendant des années et je vivais dans la rue. Un jour, un metteur en scène de théâtre m'a abordé et m'a demandé si j'avais envie de faire partie d'une troupe. Il était en train de monter En attendant Godot pour une soirée spéciale dédiée à Samuel Beckett, à la Volksbühne de Berlin. Ça a été une expérience fantastique.
Nous sommes partis en tournée européenne et nous avons reçu le prix de l'Académie des Arts de Berlin-Brandebourg. Et puis, j'ai été engagé par un théâtre en Thuringe et j'ai joué dans plusieurs films. L'un d'eux a même été nominé aux Oscars, ce qui m'a valu une invitation à la cérémonie de remise des prix. Les succès s'enchaînaient. C'était il y a 13 ans. J'avais l'impression d'avoir tout donné et j'étais au bout du rouleau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des voix. Par un processus qu'on ne comprend pas encore très bien, l'esprit humain est capable de se compartimenter. Il est donc possible, par exemple, de développer une amnésie suite à un événement particulier. Et dans certaines circonstances, cette amnésie peut être temporaire. Ces voix sont-elles l'écho du passé? D'où viennent-elles véritablement? Après 150 ans de recherche, les scientifiques en savent toujours très peu sur ce phénomène. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un individu qui entend des voix? En quoi est-il différent? D'un point de vue anatomique, son cerveau est parfaitement normal. Vous pouvez dire ça d'emblée? Oui. Madame Zidler, pouvez-vous appeler une voix? Je vais essayer. Vous pouvez faire venir uniquement l'archange Saint-Michel ou est-ce que vous entendez d'autres voix en même temps? J'entends plusieurs voix, mais je vais leur demander de le laisser venir tout seul. D'accord. Dans ce cas, on va commencer. L'activité cérébrale n'est plus du tout la même qu'auparavant. Elle n'est pas du tout symétrique. Vous voyez à droite et à gauche. Oui, à gauche. À gauche pour elle et à droite pour nous. L'activité cérébrale est plus intense dans son hémisphère gauche. À droite pour nous sur cet écran. Cela correspondrait au fait qu'elle entend des voix avec lesquelles elle communique. L'ouïe est traité par les deux hémisphères, mais le langage est traité par l'hémisphère gauche. C'est très clair sur cette image. Cette activité résulterait de sa perception des voix. Tandis que là-devant, cette activité représente la production du langage, qui n'est visible qu'à gauche puisque cette fonction est associée à l'hémisphère gauche. Cette activité est donc corrélée à l'entente de voix, puisque le fait d'entendre provoque une activité sur cet écran. Entendre des voix n'est donc pas le fruit d'une imagination débridée. Les personnes concernées ont affaire à de véritables voix intérieures. Et ce n'est pas tout. Comme on peut le voir sur cette image, il y a une activité à l'avant du cerveau. Or, cette partie du lobe frontal est le centre de l'interaction sociale. L'activité cérébrale fonctionne en quelque sorte comme un grand réseau interconnecté. Et c'est cette partie spécifique du réseau qui gère les interactions sociales. Donc, quand vous entendez des voix, il y a clairement une dimension sociale au phénomène, puisque ce n'est pas seulement vous qui parlez. Quand un individu qui n'entend pas de voix se parle à lui-même, il est tout seul, et il n'y a pas d'interaction sociale. On pourrait se demander pourquoi tout le monde n'entend pas des voix. Pourquoi n'avons-nous pas l'impression que nos pensées sont exprimées à haute voix? C'est parce que nous savons qu'il s'agit de notre voix intérieure. Quand nous activons notre appareil phonatoire, le cerveau, s'il fonctionne normalement, nous avertit par un signal. C'est toi et uniquement toi qui es en train de penser ce que tu penses. Nous n'avons pas besoin d'externaliser nos pensées, ni d'envoyer un signal à notre système auditif. Chez les personnes qui entendent des voix, qu'elles souffrent d'une quelconque pathologie ou qu'elles soient en bonne santé, ce mécanisme ne fonctionne pas et le signal ne remonte pas jusqu'au cerveau. Dans cette configuration, la différenciation entre le moi et le non-moi ne peut pas se faire. Notre monde intérieur est en quelque sorte un monde extérieur internalisé. Le langage intérieur n'est pas inné, mais il s'acquiert.
Nous apprenons à parler aux autres avant d'apprendre à nous parler à nous-mêmes. Le monde intérieur est par conséquent une intériorisation du monde extérieur. Les psychologues développementalistes étudient ce phénomène de près depuis plusieurs années. Prenons un exemple. Tout enfant passe par un stade à l'âge de 2 ans environ où il ne cesse de se parler à lui-même. L'un des précurseurs de la psychologie de l'enfant, le Suisse Jean Piaget, pensait que les enfants ne se rendaient pas compte quand personne ne les écoutait. Plus tard, le psychologue soviétique Lev Vygotsky a noté que les enfants ne parlent jamais à personne, ils se parlent à eux-mêmes. Et ce faisant, ils intègrent tout ce processus d'utilisation du langage pour réguler et contrôler leur comportement. Moi aussi, tout au long de la journée, je me dis à moi-même ce qu'il faut que je fasse. On se dit tous ça. Enfin, j'espère, ça me ferait drôle d'être le seul. Et à l'âge de 4 ou 5 ans, on apprend à se parler en silence dans notre tête. En vieillissant, ce processus devient plus télégraphique et la différence entre le langage social et le langage intérieur devient plus importante. Mais en tout cas, le langage intérieur puise ses origines dans le langage social. On relève que de nombreuses personnes chamboulées par ce phénomène entendent des voix qui leur donnent des ordres ou des instructions. On peut faire le lien entre toutes les choses négatives et déplaisantes qu'un adulte a pu dire à un enfant et toutes les choses négatives et déplaisantes que les voix peuvent faire subir. C'est logique, bien sûr. De nombreuses personnes ont rapporté que ces voix n'avaient de cesse de leur marteler les propos de leurs anciens agresseurs. Souvent, les individus concernés n'entendent pas seulement une, mais plusieurs voix. Chaque voix a sa personnalité propre. Elle porte un nom et elle est sexuée. Le réseau allemand sur l'entente de voix m'a beaucoup aidé. J'y ai obtenu de nombreux rendez-vous individuels. J'ai commencé à faire un travail sur moi-même et à me demander ce qui pouvait bien se cacher derrière ces voix. Et assez vite, je me suis rendu compte que les voix provoquaient en moi une sensation qui ne m'était pas inconnue. C'était un sentiment familier qui correspondait à la peur que j'éprouvais étant enfant. Grâce à ce travail sur moi-même, il m'est apparu comme une évidence que je connaissais chacune des voix qui me parlaient. Il y avait celle de mes violeurs, celle de mes parents et de mon oncle. C'est fascinant de voir tout ce que cette révélation a pu faire ressurgir. Les voix peuvent être le miroir de nos interactions sociales. Elles sont la passerelle entre la sphère publique et la sphère privée. Les patients traités en psychiatrie se sentent presque tous asservis par les voix qu'ils entendent, et d'ailleurs par tout ce qui les entoure. Ils ont très peu d'énergie et se sentent impuissants. Les voix sont en quelque sorte l'expression de cette impuissance. They don't want you in the team. Miss, go on, miss. Les voix dominent et tyrannisent, tout comme la société domine et tyrannise. Un de mes doctorants a travaillé sur la construction genrée des voix. Les femmes ne sont pas soumises aux mêmes attentes que les hommes. Je ne suis pas en train de le justifier, c'est un constat. Les femmes, par exemple, auraient plus tendance à se préoccuper de leur apparence, tandis que les hommes se focaliseraient davantage sur leur pouvoir. À l'heure actuelle, en Grande-Bretagne, il semblerait que les femmes soient beaucoup plus tolérantes à l'égard des relations homosexuelles que les hommes.
Souvent, les voix sont le reflet de cette construction genrée. Les voix entendues par de nombreux patients masculins les accusent d'être homosexuels, tandis que les femmes entendent plutôt des critiques quant à leur apparence physique ou leur incapacité à séduire un homme. Les voix sont donc la manifestation de notre environnement et reflètent la manière dont nous vivons dans notre société. They're coming for you. They've set you up. They know what you've done. They'll lock you up and never let you out. Ce que les voix me racontent est terrible. Elles me disent que je fais du trafic de pornographie enfantine. Elles m'accusent des pires choses. Ou encore que je vends de la drogue à des enfants. C'est un cauchemar. J'ai fini en psychiatrie et on m'a gavé de médicaments et de neuroleptiques. C'était atroce. À l'époque, je pesais 30 kilos de plus. J'avais enflé comme un ballon à cause des effets secondaires de mon traitement. Les médicaments peuvent aider certains patients en grande détresse. Mais des études récentes ont aussi établi qu'un traitement médicamenteux pouvait, au bout de quelques semaines ou à plus long terme, se révéler plus négatif que positif. Ces médicaments n'avaient aucun effet sur moi. C'était horrible. J'ai dit au docteur que le traitement ne fonctionnait pas, que les voix étaient toujours là et qu'elles continuaient à me pourchasser. Alors ils ont augmenté les doses et ont modifié la préparation des médicaments. Et là, j'ai eu d'autres effets secondaires. J'étais entré dans un cercle vicieux atroce et je ne pouvais plus en sortir. J'entrais à l'hôpital, j'en ressortais, j'y retournais. Pas moyen de m'en sortir. Si les voix s'avèrent douloureuses ou dangereuses et qu'elles mettent en danger la vie d'un patient, alors les médicaments peuvent être utiles. Par exemple, si une voix ordonne à quelqu'un de sauter du haut d'un immeuble ou si elle vous dit que vous êtes capable de voler, les médicaments peuvent estomper ces voix. Dans certaines circonstances, les voix peuvent même s'arrêter. Mais le problème qui se cache derrière n'est pas pris à la racine. Il y a une raison plus profonde à l'entente de voix. Il peut s'agir d'un dilemme personnel insoluble ou d'un traumatisme lié au passé et rester en suspens. Et dans ce cas-là, le patient continuera à entendre des voix. Aucun médicament au monde ne pourra guérir les causes enfouies derrière ce phénomène. C'est bon, on peut commencer ? La plupart du temps, il y a une raison à l'entente de voix. Il est important qu'un patient parle de ses voix. Dans quel contexte apparaissent-elles? Les voix sont-elles effrayantes ou au contraire rassurantes? Ensuite, il faut contrebalancer ce témoignage et l'inscrire dans un contexte. Ce contexte peut être l'environnement social du patient, sa propre vie, ou encore le passé ou le futur. Mais cette mise en perspective est incontournable. Le contenu des voix sera d'autant moins négatif et angoissant que les voix seront mieux acceptées par les personnes concernées. Les psychothérapies œuvrent donc dans ce sens. Caroline von Theysen est psychologue clinicienne et membre du réseau allemand sur l'entente de voix. Les voix sont toutes très différentes. Rolf, par exemple, les voix que tu entends sont très clairement les voix de tes anciens agresseurs. Ce sont des individus qui t'ont fait du mal dans le passé et qui reviennent aujourd'hui sous la forme de voix pour tenter de reproduire en toi les sentiments douloureux que tu as vécus. Malheureusement, on ne peut pas se confronter à ces voix d'agresseurs. En tout cas, il est fortement déconseillé d'entrer en contact ou d'établir le moindre compromis avec elles. Et puis, il y a des voix qui sont en désaccord complet avec votre personnalité. Elles peuvent être colériques ou méchantes, mais elles représentent en réalité notre propre colère. Quelqu'un qui n'a jamais pu exprimer sa colère au cours de sa vie pour entendre sans arrêt ces voix colériques. Dans ce cas-là, le message est clair. Il faut laisser sortir votre colère. Tapez du poing sur la table et n'en faites qu'à votre tête.
Il peut être très utile d'entrer en contact avec ce type de voix colérique et de leur poser des questions. La plupart du temps, elles vous répondront. Et c'est d'ailleurs un très bon moyen pour tenter de mettre ces voix en contact avec une tierce personne. Prenez le temps de devenir cette voix. Ou si vous préférez, essayez de vous connecter à la voix, de devenir sa porte-parole. Connectez-vous à ses émotions, à ses sensations corporelles. N'oubliez pas que nous pouvons suspendre l'expérience à tout moment, si cela devient désagréable ou si vous ne vous sentez plus en sécurité. Il vous suffit de faire un signe de la main pour revenir en arrière. Qu'avez-vous envie de dire en tant que porte-parole de cette voix? Qu'est-ce que cette voix cherche à dire? Je suis vraiment très en colère et très frustrée. J'ai tellement d'énergie que je ne sais pas quoi en faire. Je suis extrêmement remontée. J'ai l'impression d'être une cocotte minute à deux doigts d'exploser. Je ne sais pas quoi faire de toute cette énergie négative. Ce sentiment est exténuant. Il n'y a jamais un instant de répit. C'est comme ça en permanence. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps où ce sentiment est plus palpable? Non. C'est comme si mon corps tout entier était opprimé par le stress, la colère et la frustration. C'est très désagréable physiquement. Vous venez d'assister à un jeu de rôle au cours duquel Eleanor jouait une patiente prénommée Jane et je jouais un thérapeute prénommé Charlie. Nous avons demandé à Jane de s'asseoir sur ce qu'on appelle la chaise de la voix pour favoriser l'identification des voix et éveiller en elle une compassion envers ces voix. Ce faisant, Jane a été capable de se connecter à la voix et d'accentuer les émotions déjà très intenses liées à ce phénomène. Nous utilisons des chaises pour aider Jane, alias Eleanor, à faire une distinction entre les voix et elle-même et favoriser cette expérience corporelle. Nous pouvons ainsi mieux comprendre comment son esprit est façonné. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Jane? Jane me frustre énormément et me met très en colère parce qu'elle est faible. C'est vraiment rageant et humiliant, parce que le monde dans lequel nous vivons ne laisse pas de place à la faiblesse. Si on ne se montre pas fort, on vous fera du mal ou on essaiera de profiter de vous. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'elle si je n'étais pas là. Parce que moi, je suis forte. Je suis très forte. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant vous installer sur la chaise de la compassion? La chaise de la compassion s'appuie sur le même principe. Elle lui permet d'incarner toute une série de motifs liés à la compassion, d'en comprendre les motivations et de favoriser les expériences corporelles liées à ce sentiment. Cette chaise nous aide à initier le dialogue et à compartimenter les émotions. Maintenant, je vais vous donner un peu plus d'espace. L'épanouissement de la compassion envers soi-même et envers toutes les facettes d'une même personnalité peut avoir de réelles vertus curatives.
Cette approche fait d'ailleurs de plus en plus d'adeptes dans les milieux spécialisés. Concentrez-vous maintenant sur les qualités liées à la compassion, sur les qualités liées à la sagesse. Une sagesse empreinte d'empathie. Vous êtes assise sur cette chaise et vous incarnez ces qualités. À quel endroit dans votre corps les ressentez-vous? Concentrez-vous sur la sagesse de la souffrance, sur la sagesse de la souffrance de Jane, mais aussi sur la souffrance de l'humanité tout entière. Concentrez-vous sur les qualités de la force et du courage. Concentrez-vous sur la qualité de la bienveillance et les véritables motivations de cette bienveillance. Retournez vous asseoir sur la première chaise. Redevenez Jane. Imaginez 5 personnes représentant 5 voix différentes faisant irruption dans cette pièce. Certaines sont très en colère, d'autres sont très angoissées. Bref, vous n'avez vraiment pas envie de passer plus de temps à leur contact. 2 options s'offrent alors à vous. La première, c'est de les enfermer dans une autre pièce et de les ignorer en espérant qu'elles vont se calmer. La deuxième, c'est de s'asseoir avec elles, de leur demander pourquoi elles sont en colère et d'essayer de réconforter celles qui sont très angoissées. Le but est d'instaurer un processus qui donne du sens à cette expérience et de favoriser la compréhension et la compassion pour garantir un cadre sain à cette relation. Parfois, quand ce message a été clairement établi, les voix disparaissent, comme si elles étaient devenues inutiles. Et pour d'autres entendeurs de voix, c'est mon cas également, les voix sont toujours présentes, mais la relation a évolué. L'état actuel de la recherche sur l'entente de voix a fait l'objet d'un film éducatif réalisé en collaboration avec le King's College de Londres, sous la direction de Charlie Heriot Maitland. C'est un domaine de la recherche qui est fascinant, particulièrement en ce moment. La compréhension clinique et conceptuelle de l'entente de voix est en constante évolution depuis 10 ans. Pendant longtemps, on a minimisé le phénomène en le ramenant à un simple symptôme. Qui voudrait faire d'un mal de ventre ou d'une entorse à la cheville des domaines de recherche à part entière? Pour beaucoup de gens, la gageure paraissait trop risquée et bien trop exigeante. Stuart se crée l'image d'un être idéal et compatissant en se concentrant sur chacune de ses qualités compassionnelles. Il essaie d'imaginer ce qui se passerait s'il pénétrait dans cette image et devenait cette personne compatissante. Nous avons rencontré et travaillé avec de nombreux entendeurs de voix, mais aussi avec des personnes souffrant de problèmes d'angoisse. Et ils ont trouvé cette vidéo très utile. Le concept même de compassion est très fréquemment mal compris ou mal exposé. Pour le grand public, ça ne représente très souvent que du blabla un peu confus, ou alors carrément un truc de hippie. Mais en réalité, il s'agit de notre capacité à coopérer avec des expériences très douloureuses. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire au monde. Ça requiert énormément de force et de courage. Et c'est pour cette raison que nous avons inséré cette citation à la fin du film. La compassion, c'est le courage de descendre dans la réalité de l'expérience humaine. On ne parle justement pas de s'élever vers le ciel, mais de descendre en profondeur pour explorer la douleur et la réalité liées à ces expériences. Il y a un réel message que nous aimerions transmettre. Il ne s'agit pas de réparer vite fait, bien fait quelque chose qui a été cassé, mais d'être présent et de procurer un certain espace à la personne concernée. La création de cet environnement adéquat, aussi bien sur le plan biologique, psychologique que social, est la condition sine qua non pour effectuer ce travail très douloureux. Vous savez, il est possible d'activer plusieurs processus dans notre corps. On peut par exemple ralentir sa respiration ou réguler son rythme cardiaque. Nos lobes frontaux peuvent aussi fonctionner de manière beaucoup plus efficace. Il y a des principes scientifiques précis qui sous-tendent la thérapie fondée sur la compassion.
Le neurofeedback est une nouvelle technique thérapeutique qui permet de contrôler sa propre activité cérébrale. Tout comme l'être humain est capable de réguler sa respiration ou son rythme cardiaque, le neurofeedback permet, dans certaines limites, d'optimiser les fonctions cérébrales. Je vais lancer la machine et c'est vous qui allez être en quelque sorte la réalisatrice du film. Chaque fois que les signaux cérébraux indiquent une turbulence, le logiciel de neurofeedback interrompt brièvement le film. Est-ce qu'en ce moment même, vous entendez des voix? Avec le neurofeedback, des patients comme Jennifer ont un meilleur contrôle sur les voix qu'ils entendent. Un comportement récompensé a plus de chances de se reproduire dans le futur. Par conséquent, nous récompensons le cerveau des patients si le film qu'ils regardent n'est pas interrompu. Le neurofeedback est une technique thérapeutique très prometteuse, puisqu'elle permet d'influencer l'activité cérébrale de manière non invasive, sans le moindre médicament. Une thérapie par neurofeedback s'étale sur environ 1 an et nécessite entre 20 et 40 séances. Elle permet à de nombreux patients de redevenir maîtres d'eux-mêmes. Dans l'idéal, un entendeur de voix devrait amener les voix qu'il entend à l'enrichir, à lui donner des conseils, à favoriser sa créativité ou encore à améliorer ses relations sociales. Bref, mettre les voix à son service. S'il y parvient, il pourra aussi, par exemple, établir un emploi du temps avec les voix et leur dire « Maintenant ça suffit, assez bavardé, je veux bien vous accorder 1 heure par jour, disons de 15h à 16h, mais le reste du temps, je ne vous écouterai plus. » Ne l'écoute pas. Colle-lui-en une. Pour qualifier l'entente de voix, j'ai recours au terme de parasite psychique. Ce parasite peut être comparé à une personne étrangère à notre inconscient, mais qui agit de manière autonome et qui, si je puis dire, a toute sa tête. Tout d'abord, j'aimerais vous proposer un exercice pour que ceux qui n'entendent pas de voix vivent pendant quelques instants ce qui se passe dans la tête d'un entendeur de voix. Tu ne l'écoutes pas. Écoute-la, merde. Écoute-moi. Elle va te foutre en tôle. Vas-y, frappe-toi. Tu vas t'en coller une, oui? Va te pendre. Aujourd'hui, je ne ressens plus la nécessité de devoir contrôler ces voix parce qu'elles ne sont plus en contradiction avec moi-même. Elles n'essaient plus de me déstabiliser ou de me détruire. Au contraire, elles sont positives et me soutiennent. Je n'ai plus besoin de les contrôler. Mes voix et moi, nous formons une équipe. Je suis souvent amenée à m'exprimer en public et quand j'ai un trou de mémoire, les voix me rappellent ce que je devais dire. Quand je suis en situation de conflit ou de désaccord avec quelqu'un, les voix me soutiennent beaucoup. Elles peuvent même parfois être très drôles, me faire rire et me rassurer. Quand je suis stressée ou quand certaines choses me submergent, les voix me rappellent ce que je dois faire pour positiver et prendre soin de moi. J'entends différentes voix et chacune d'entre elles me parle dans un contexte bien spécifique. Par exemple, quand je fais une conférence sur les maltraitances faites aux enfants, certaines voix seront très angoissées à cause des conséquences possibles de la dénonciation de ces abus. Manifestement, la communication sur ces maltraitances provoque des réactions très complexes. On se dit qu'il ne faut surtout pas en parler, sinon les conséquences seront terribles. Une partie de moi a intériorisé ce message et cela se reflète quand j'entends certaines voix qui me disent « Surtout n'en parle pas, sinon il se produira des choses atroces ».
Avant, j'aurais considéré ça comme une menace. Je pensais que les voix me tourmentaient. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il s'agissait d'une partie de moi-même qui avait peur de dénoncer les maltraitances faites aux enfants. Quand les voix sont angoissées, je leur parle. J'essaie de les rassurer. Et je leur dis, tout ça n'arrivera plus. Nous étions seuls quand c'est arrivé, mais nous ne le sommes plus. Il y a plein de gens qui nous aiment et qui peuvent nous soutenir. Tout va bien. Ce que j'ai à dire est important et j'ai le droit de le dire. N'ayez pas peur. Avant, je ne pouvais pas vous prendre sous mon aile, mais maintenant, je le peux. Voilà un exemple de ce que je dis aux voix, mais aussi à moi-même. Je prends un peu de temps pour nous rassurer, moi et les voix, et ensuite, je fais ma conférence, et tout va bien. Hey, it's all right. We can manage this. We'll see. Hey. Stuart n'a pas l'air d'être un patient suivi en psychiatrie, mais plutôt d'un garçon tout à fait normal en situation de détresse. Il joue au foot, il traîne avec ses potes et il est mal à l'aise en public. Je pense qu'on peut facilement s'identifier à son histoire et à ce qu'il vit. Stuart se sent maintenant en sécurité dans sa relation avec les voix. Il les comprend et les accepte. Elles font partie de la famille, mais n'ont plus de prise sur sa vie. La dépression touche presque autant d'individus que l'entente de voix, et elle est aujourd'hui reconnue en tant que maladie, grâce à de nombreuses campagnes d'information. Le grand public comprend aujourd'hui que la dépression est une maladie mentale qui peut toucher n'importe qui. C'est loin d'être le cas pour l'entente de voix, parce que le phénomène est moins médiatisé. Quand on en souffre, il est pourtant important de savoir qu'il existe des thérapies. Certaines voix peuvent s'intégrer dans un quotidien tout à fait normal, alors qu'avec d'autres voix, c'est impossible. Ces informations sont très importantes et devraient être portées à la connaissance du grand public. Les théories sur l'origine du monde varient fortement selon les individus et les sociétés. Il en est de même pour notre rôle sur cette planète, ou la définition même d'un être humain. Les interprétations sont toutes très divergentes, mais aucune d'entre elles n'incarne la vérité absolue. Certains individus entendent des voix alors que personne ne leur parle, et je trouve ça fascinant. Ça ne veut pas dire que ce sont des saints ou des fous, mais ça prouve que l'humanité est foisonnante. C'est aussi la preuve que l'activité de notre cerveau est passionnante. Notre vie mentale est à la fois riche, conflictuelle, sensible, déconcertante, mais surtout extrêmement captivante. Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux qui je suis. Je suis consciente de mes émotions. Je suis en harmonie avec moi-même. Et je pense que les voix ont fait partie du long processus qui m'a permis de parvenir à cet état d'esprit. Les voix me manqueraient si elles ne faisaient plus partie de mon quotidien. Ce que je dis peut paraître incroyable. Il y a quelques années, j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre toute ma vie avec ces voix. Elles me faisaient énormément souffrir. Mais maintenant, je leur accorde une grande importance. Elles sont précieuses et font partie intrinsèque de mon identité. Aujourd'hui, je suis fière d'entendre des voix. Les voix m'ont poussé à analyser les traumatismes de mon enfance. J'ai subi de nombreux chocs psychologiques tout au long de ma vie. J'ai suivi une thérapie pendant 5 ans pour travailler sur ces traumatismes. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Bien plus heureux que quand j'avais du succès, par exemple. Je suis comme je suis, et c'est très bien comme ça.
Les groupes de discussion m'ont permis de considérer les choses différemment. Grâce à eux, ma vie est soudain devenue beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je suis plus enjouée et plus heureuse, et j'ai adopté une attitude positive. Avec le recul, je peux même dire que les voix m'ont enrichie. Elles ont rendu ma vie plus belle. Sans les voix, ma vie aurait été différente. Je n'aurais pas fait une carrière universitaire et je ne me serais pas intéressée à ce sujet. Je n'aurais pas non plus milité pour la santé mentale. Eleanor Longden parle de ses voix publiquement depuis plusieurs années. Une de ses conférences, organisée par la fondation TED, a même été visionnée plus de 3 millions de fois sur Internet. On peut utiliser et transformer ces expériences ou ces tragédies personnelles pour en faire le socle d'une action sociale et politique. Je ne peux pas revenir en arrière et oublier toute l'horreur et la souffrance que j'ai vécue. Mais je peux apprivoiser ce désespoir et le transformer en force positive pour changer le monde.